Donc, nous allons alors continuer l'analyse des clauses obligatoires dans un contrat de travail. Cette analyse est beaucoup plus centrée sur les enjeux économiques autour du contrat, mais notons que ces clauses doivent figurer dans tout contrat de travail. Leur absence alors expose l'employeur à des risques de contentieux ou de requalification du contrat, notamment l'identification complète des parties. L'employeur, son RCCM, s'il s'agit donc des personnes morales, son représentant légal, nous allons voir le modèle par après. Le salarié, comme on l'a déjà vu dans l'introduction, les identifications au niveau donc de carte nationale d'identité ou du passeport, de son adresse, son nom et tout ce qui va avec, à telle enseigne qu'on puisse identifier clairement les parties. L'intitulé précis du poste et le descriptif détaillé de ses fonctions doivent être mentionnés clairement dans un contrat de travail. La rémunération brute, modes et périodisée de paiement. Le SMIC doit être respecté, en tout cas en ce qui concerne le contrat de travail, puisque vous êtes appelé à inscrire le contrat au niveau donc des autorités compétentes, au niveau de la CNS, au niveau même donc de l'inspecteur de travail et tout ça, le contrat doit être enregistré. Donc, vous ne pouvez pas, au niveau même des services d'impôt. Donc, l'autorité compétente a l'œil sur le contrat. Et si dans un contrat, vous maltraitez, vous abusez des gens, comment on appelle ça déjà? La traite. C'est ça, non? La traite des personnes, je crois. Anyway. Donc, vous ne pouvez pas exploiter les gens sans les payer normalement. C'est pas normal. Donc, vous pouvez donc exiger le SMIC en fonction, mais notons qu'on est au pays, il y a toujours cette défaillance-là. Mais légalement parlant, vous devez respecter le SMIC. Dans la durée du contrat, la durée hebdomadaire qui est de 40 heures en droit togolais, vous devez respecter ça. Vous ne pouvez pas conclure un contrat où la durée hebdomadaire du contrat va excéder 50 heures. Ça veut dire que c'est illégal. La durée, donc, puisque c'est 8 heures normalement par jour, s'il y a des durées supplémentaires, la clause sur donc la durée supplémentaire va venir. Mais pour ce qui est de la durée légale, la durée hebdomadaire, donc des contrats, c'est de 40 heures par semaine. Donc, le lieu principal de l'exécution du contrat de travail doit impérativement aussi être mentionné. La période d'essai, si elle est prévue, la durée, les conditions de rupture et les possibilités de renouvellement. Étant entendu que nous avons déjà dit que ça ne peut, même renouvellement y compris, dépasser 6 mois. Les congés annuels, qui est de 30 jours, ouvrables par an, selon le code de travail togolais, nous l'avons déjà abordé. Les références aux textes applicables. Les contrats que vous avez rédigés, la dernière fois, je l'ai repris. Vous ne pouvez pas rédiger un contrat de travail. Le premier article qu'on doit voir doit faire référence aux dispositions légales applicables à votre convention de travail. Notamment le code de travail, la convention et le règlement intérieur. Vous devez dire que dans le cadre de votre relation, voici les textes qui s'appliquent à vous. Et on doit retrouver ça en l'entame de votre contrat. Mesdames, Messieurs, les clauses facultatives. Les clauses de confidentialité qui protègent notamment les informations sensibles et ce n'est pas parce que c'est facultatif que vous ne devez pas les mettre. Ce sont des clauses stratégiques et de sécurisation des contrats d'affaires. Mesdames, Messieurs, nous avons mis à votre disposition 21 clauses de sécurisation des contrats d'affaires. Et vous allez voir au rang de ces clauses-là, la clause de confidentialité et de mise. C'est une clause de protection. Cela permet que l'employé ne puisse pas prendre les informations internes de l'entreprise pour aller les vendre sur le marché, surtout pour ce qui est des entreprises excellentes dans le milieu industriel. La clause de confidentialité et d'ailleurs même, ce sont des accords de confidentialité qu'on signe même à part entière. Donc, de la clause qui d'ailleurs même doit être insérée dans le contrat. Cette clause de confidentialité est d'autant plus importante que l'on ne doit pas la considérer en raison de la catégorisation de la facultativité donc de la clause, que l'on puisse comprendre qu'il faut la laisser ou ne. Non, 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 vous devez impérativement la mettre parce qu'elle protège autant bien l'employeur que le salarié. Maintenant, la clause de la non-concurrence.
interdit de si non limité dans le temps, l'espace et l'activité. Donc, normalement, la clause de la non-concurrence est une clause stratégique qui permet donc de protéger l'employeur contre la concurrence déloyale à telle enseigne, mais elle est réglementée dans le temps. Vous ne pouvez pas rédiger une clause, donc, par exemple, de non-concurrence à durée indéterminée, même après la rupture du contrat. Voyez-vous un peu? Donc, notamment dans la pratique, il est demandé de mettre 3 ans 3 ans après la rupture du contrat, au plus 5 ans. Vous ne pouvez pas excéder 5 ans. Voyez-vous un peu. Mais ce qui est couramment pratiqué, c'est 3 ans. Donc, vous mettez 3 ans après la rupture du contrat. Donc, l'employé ne peut pas exercer la même activité dans les mêmes environnements géographiques. Mais si l'employé quitte le travail, par exemple, vous êtes à Lomé et je viens travailler chez vous, mais si je quitte, je viens jusqu'à Kara ici, j'installe une nouvelle entreprise, on n'a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence puisque nous ne sommes pas dans la même voilà, situation géographique. Voyez-vous un peu. Donc, la clause de la non-concurrence doit être appréciée en fonction donc de la durée, mais aussi de l'espace géographique dans lequel s'applique donc cette clause-là. Et elle est insérée dans le contrat pour protéger donc l'employeur contre une concurrence directe après la rupture du contrat. Et vous devez impérativement, puisque c'est une clause de sécurisation du contrat. La clause de mobilité. Souvent, il y a du contentieux sur cette clause-là. C'est pourquoi, impérativement, dans le cas de la relation du contrat, vous devez l'insérer parce que vous pouvez dire que vous recrutez quelqu'un qui va travailler à Lomé. Je suis à Lomé, je viens postuler. Après quelques mois, vous me dites que non, je dois aller à Kara. Voyez-vous un peu, c'est un peu compliqué. Donc, dans le contrat, vous devez préciser le lieu du travail initial et s'il y a la possibilité d'affecter la personne sur une autre zone. Et si c'est le cas, si c'est sur l'étendue du territoire, vous devez préciser. S'il y a l'international, vous devez préciser dans le contrat. Comme ça, lors de la signature du contrat, le salarié sait qu'il est appelé à tout moment, si besoin, bien évidemment avec son accord, à quitter le lieu principal du contrat qui a été conclu. Voyez-vous un peu. Donc, c'est une clause très stratégique que vous devez à tout prix insérer dans le contrat. Le modèle que nous avons fait, vous l'avez vu, il y a des clauses de mobilité. Tous ces éléments-là ont été intégrés dans le contrat. La clause de déduit de formation, c'est une clause dont l'employé a remboursé les frais de formation s'il quitte l'entreprise avant le délai convenu. C'est une clause qui protège autant beaucoup plus l'employeur parce que les employeurs ont cette obligation de former donc leurs employés, hein, puisque lorsqu'on crée une entreprise et on recrute les gens, on est censé leur donner des formations professionnelles, en début de quoi, parfois même, il y a la mutation de travail, on travaille beaucoup plus, il y a peut-être des nouvelles compétences que vous devez outiller pour vos salariés, et donc vous êtes censé donc payer les formations pour vos salariés. Et lorsque vous envoyez un de vos salariés pour se faire former, aujourd'hui avec l'IA et tout ça, les entreprises sont en train d'envoyer leurs salariés à des formations pratiques sur la maîtrise de l'IA, comment intégrer l'IA dans l'entreprise, tout ça. Imaginez donc que quelqu'un, moi je débloque peut-être 1 million, je vous amène pour faire formation et tu reviens après un mois, tu quittes le travail. Voyez-vous un peu. Donc, c'est pourquoi cette clause de déduit de formation est importante et c'est d'ailleurs même une clause de sécurisation de contrat d'affaires qui permet donc d'obliger l'employé à rembourser les frais de formation s'il quitte l'entreprise avant le délai convenu. Donc, voici un peu de manière ramassée les clauses que vous devez impérativement maîtriser dans le cadre donc, de la rédaction d'un contrat d'affaires, celui donc du contrat de travail. Point de vigilance. Une clause donc de non-concurrence sans limitation géographique et temporelle précise est nulle. Retenez ça. Elle doit donc être proportionnelle aux intérêts légitimes de l'entreprise et faire l'objet d'une contrepartie financière mensuelle. Ne jamais écrire un poste de manière trop vague. Par exemple, toutes les tâches confiées par la direction sans description des fonctions affaiblit donc la position de l'employeur en cas de contentieux sur l'insuffisance professionnelle ou de licenciement.
Voici pourquoi il est impératif de préciser au niveau donc de la description des tâches ou de la mission de l'employeur, il dit quoi, de l'employé, les missions que vous entendez le confier. Et si vous remarquez bien, lorsqu'on lance les appels au recrutement, la plupart des temps, vous allez voir, on précise déjà les tâches que l'employé doit faire lorsqu'il sera recruté. Et lorsque vous êtes appelé à rédiger le contrat, c'est les mêmes tâches que vous devez reprendre avec plus de précision sur ce que l'employé doit faire lorsqu'il sera en entreprise. Si vous ne les précisez pas, un jour, si vous le licenciez pour insuffisance professionnelle, mais lorsque vous serez devant le juge, sur quoi allez-vous juger pour dire que la personne est insuffisante alors que vous n'avez pas dit ce que clairement la personne doit faire? Donc, c'est pourquoi vous, en tant que rédacteur, vous devez alors impérativement, dans le cadre de la rédaction, préciser les éléments, les missions que le salarié doit impérativement faire. Cela protège autant l'employeur contre tout donc contentieux qui est susceptible d'être évincé en cas de licenciement pour motif d'insuffisance professionnelle. Étant donné que les motifs de licenciement peuvent intervenir en cas d'insuffisance professionnelle, d'inaptitude donc du salarié constatée par un médecin, en cas donc de motifs personnels, notamment pour des fautes simples, fautes lourdes, ou même en cas donc d'absence prolongée sans motif ou sans justificatif. Les 4 éléments fondamentaux donc de licenciement dans le cadre du contrat de travail. Mesdames, Messieurs, l'analyse donc de ce élément précisément du contrat de travail ayant été élucidé, est-ce que vous avez des questions? Oui, mon désir. Ok, et bonsoir, Monsieur Yassimbi. Oui. Vous avez fait la partie. Je voulais poser la question sur la première phrase du point, le point quoi? Le point de vigilance. Oui. La première phrase, moi, je ne l'ai pas tellement bien comprise. Une clause de non-concurrence sans limitation géographique et temporelle précise et nulle. Je n'ai pas tellement compris cette phrase. Je voudrais plus d'explications. Merci. Ok, d'accord. Merci bien pour cette question. Oh oui, ce sont des clauses beaucoup plus stratégiques. Et comme je l'ai dit à l'entame, hein, lorsqu'on analysait la clause de la non-concurrence au niveau donc des clauses facultatives, je l'ai dit, elle est interdite si elle n'est pas limitée dans le temps. Premier élément considéré. Dans l'espace, si elle n'est pas considérée, et dans l'activité. Pourquoi? Par exemple, lorsque vous rédigez un contrat et au niveau de la clause de la non-concurrence, vous dites par exemple qu'il est interdit à l'employé d'exercer toute activité en dehors, par exemple, du contrat de travail qu'il fait, même à la rupture du contrat de travail. Vous voyez que ce n'est pas normal. Maintenant, lorsque l'on est dit au niveau des points de vigilance que la clause de la non-concurrence sans limitation géographique et temporelle précise est nulle, si vous ne précisez pas, par exemple, je pense qu'il faut voir le code de l'urbanisation. Hein. Le code de l'urbanisation donne plus de détails sur, la géographie. Je pense que c'est 50 km. Oui, 50 km. En tout cas, pour l'espace géographique. Par exemple, si je quitte l'entreprise et je vais au-delà, par exemple, si je suis à Cara, je quitte, je vais à Sokodé, j'installe les mêmes activités. Il n'y a pas de la concurrence. On n'a pas les mêmes clients. Tu vois un peu. Maintenant, cela dépend aussi de la couverture géographique de l'entreprise dans laquelle tu étais. Si je suis dans une entreprise, par exemple, à Lomé, qui couvre tout l'étendue du territoire, mais cela ne veut pas dire que, par exemple, si géographiquement l'entreprise couvre toute l'étendue du territoire, on ne peut pas m'interdire, par exemple, de ne jamais exercer la même activité, même après 3 ans, quand j'ai quitté l'entreprise. Donc, géographiquement parlant, l'entreprise peut couvrir, mais si je quitte là-bas, je vais jusqu'à 50 km. C'est pourquoi la loi sur la concurrence et le code de l'urbanisation donne beaucoup plus de détails sur ces aspects-là. 50 km², lorsque je quitte l'entreprise, donc si je vais plus de 50 km,